Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en juin 2024 et c'est l'épisode 371. Stable Diffusion, vous savez, c'est un outil, un de ces outils de génération d'images par intelligence artificielle, sort dans une nouvelle version pour générer des images avec un photoréalisme impressionnant. C'est la promesse, parce que en fait, c'est jusqu'à un certain point. Vous allez voir qu'en voulant assainir les données d'entraînement, on arrive peut-être à un peu à pénaliser la qualité d'une intelligence artificielle générative. Et puis forcément, difficile de passer cette semaine à côté de la hype de Luma. Un Luma, moi qui viens de Charente, sachez-le, dans le patois charentais, un Luma, c'est un escargot. Voilà, donc vous le saurez comme ça. À côté de la hype de Luma, on aborde ces sujets et plein d'autres sujets sur les nouvelles technologies ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui a savamment concocté le conducteur de cet épisode, qui a mené une veille assidue et qui nous restitue sa vision. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Très bien, je suis très content d'avoir déjà appris quelque chose. T'as vu, c'est un podcast où t'apprends des trucs d'entrée, quoi. C'est pas une expression désuète, mais on peut dire que c'est du patois charentais, c'est un peu du même acabit. Peut-être, je sais pas, peut-être ça s'utilise encore, je sais pas. Ouais, peut-être. En Charente, c'est sûr. Un petit mot aussi pour les personnes qui ont accepté de nous soutenir depuis l'épisode dernier. Il faut citer donc Ludo Criado, Kevin Pinchot, Piette de Lénic, et puis il y a également Emmanuel Brunel qui nous a soutenus. Alors la plupart ont accepté de s'inscrire sur patreon.com/techcafé, de s'abonner à partir de 1,50€ par semaine, et en échange, ils profitent du... Voilà, j'ai renversé mon pot de colle parce que je recollais mon stylo et voilà, c'est de la super glue en plus. Non, tout va bien. Ils ont accepté de nous soutenir sur patreon.com/techcafé, ils se sont abonnés et ils ont donc profité depuis d'un flux qui leur permet d'écouter dans leur app de podcast de leur choix les épisodes de Tech Café sans la pub, mais surtout, ils ont accepté de nous soutenir et de financer la production du podcast pour s'assurer que ce contenu qui arrive chaque semaine et même 2 fois par semaine si on compte le supplément les satisfait pleinement et sera là durablement. Si jamais vous partagez leur avis, si jamais Tech Café c'est un podcast qui vous informe, qui vous divertit, je vous invite à faire comme eux, aller sur patreon.com/techcafé et nous soutenir. En plus, le soutien est sans engagement et vous pouvez même le plafonner. Voilà, vous ferez comme ça prolonger la durée de vie de Tech Café qui est là depuis une dizaine d'années maintenant. Au passage d'ailleurs, tu sais, je dis depuis une dizaine d'années, Guillaume, j'ai regardé un petit peu l'historique du flux. Je vais réactiver cet été les très anciens épisodes de Tech Café parce qu'ils sont désactivés. Il y en a pas mal. Alors je suis pas sûr que ça ait des vertus d'information incroyables. Je pense qu'on avait dit plein de bêtises à l'époque qu'on pourrait nous remonter maintenant. Ça pourrait être un jeu de l'été si vous le souhaitez. Et puis surtout, ça permet de montrer à quel point le podcast a évolué. Et j'allais dire peut-être qu'il a évolué aussi largement grâce à vous. Parce que si vous ne nous écoutiez pas, il n'aurait pas progressé. S'il n'y avait pas de soutien sur Patreon, il n'aurait peut-être pas continué à progresser non plus. Donc merci beaucoup. Et il y a une option aussi que je ne mets pas toujours en avant parce que ce n'est pas forcément celle qui est la plus fructueuse pour nous, mais ça reste quand même une option pour vous. Sur techcafé.fr, tout en haut, vous avez aussi un bouton PayPal. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite donation, une petite participation. C'est moins engageant. Je sais qu'il y a des personnes qui sont frustrées de ne pas vouloir nous soutenir sur Patreon et qui de temps en temps, c'est très rare, mais ça arrive, nous soutiennent par ce biais-là. C'est le cas d'Emmanuel Brunel. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait cette démarche de ta part. On a des avis aussi sur Apple Podcasts et sur Podcast Addict qui continuent d'arriver. Je voudrais mettre en lumière un avis de Jeff Boo qui a mis sur Podcast Addict l'avis suivant, 5 étoiles. Après avoir fait le tour extra-galactique du continuum espace-temps, j'ai une certitude. Tech Café est l'un des meilleurs podcasts de la sphère tech et les 2 Guillaume ont été envoyés sur notre planète pour nous décoder ce langage parfois si complexe. Serait-il des IA avant l'heure ? Serait-il une conscience du genre ? Nul ne le sait. Suspense. Bon, moi, je ne suis pas une IA, je suis un vrai morceau de viande animée. Guillaume Poggiaspala, je vous laisse supputer et laisser vos paris. Pourquoi on vous demande de laisser des avis sur Apple Podcast et Podcast Addict ? C'est parce que ça contribue à faire rayonner l'image du podcast pour celles et ceux qui pourraient s'y intéresser. Et puis, on a des interactions avec vous. Et ça, vraiment, ça fait plaisir quand on a des commentaires sur techcafé.fr ou même des messages qui arrivent sur le serveur Discord de Tech Café dans la rubrique réaction. Et on a même des personnes qui, assez à l'ancienne, mais j'aime bien cette vieille marmite qui est utilisée pour nous contacter, utilisent le formulaire de contact sur techcafé.fr. Ça nous envoie un petit mail. En l'occurrence, ça me l'envoie à moi, mais je le fais suivre d'autant plus à Guillaume Poggiaspala, d'autant plus quand c'est une demande
à laquelle il peut plus savamment répondre. Et là, c'est MG Koto qui nous a sollicité. Il avait une demande, Guillaume, assez pratique et assez pragmatique d'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour des images. Tu t'es penché un petit peu sur le sujet pour lui répondre? Alors oui, tout à fait. Mais avant, peut-être qu'on devrait revenir Dis-moi. sur Apple Intelligence, Ah faire oui, un erratum. ok, très Parce bien. que Erratum comme et ça, après, on réaction, embraye tout effectivement. simplement, parce qu'après, on Très parlera bien. de Stable Diffusion Tu as raison. 3, et finalement... C'est un sujet qui, en plus, rebondit sur Discord, donc voilà, ça fait l'objet de Ouais, toutes mais les bien sûr, discussions mais en ce moment. c'est ça, il faut revenir sur Apple Intelligence, parce que, effectivement, j'ai fait une confusion la dernière fois, j'ai pas totalement bien interprété le rapport que j'ai lu, effectivement, et puis, putain, pas tout à fait bien interprété la keynote non plus, du coup, parce que, voilà, c'est vrai que ça me paraissait pas logique, sans doute, et bon, voilà, ça m'a confusé. Alors, oui, je me charge d'excuses, mais voilà, si j'avais trouvé une, c'était confus. Voilà, c'est tout. Bon. En fait, jusqu'à l'interview de Tim Cook par Marcus Brownlee là, cette semaine, et les nouvelles infos aussi sur le contrat entre OpenAI et Apple, bah, c'était pas du tout clair dans mon esprit. Honnêtement, je pensais qu'il y avait 2 niveaux d'IA C'était pas clairement présenté. dans le système Apple, alors qu'il y en a 3. Et je trouvais pas ça super logique, et donc j'ai surinterprété. Bon, bah voilà, surinterprété, il faut pas, quoi. Le premier niveau, bon, c'est celui qu'on a expliqué, hein, c'est le petit modèle qui tourne en local et qui change de l'aura, voilà, il se spécialise à la volée, tout ça. Le second niveau, bah, c'est bien un modèle dans le cloud, qui tourne sur des serveurs Apple, avec du matos Apple, et qui est très bien sécurisé, donc d'ailleurs en substance, hein, et c'est un peu comme un gros iPhone, quoi, avec un gros modèle dedans. C'est vraiment le truc petit, vous le prenez en gros, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, bon déjà c'est des puces Apple hein, qui y a dans le serveur, puis on a plein de choses en commun avec l'OS du serveur, entre iOS et l'OS du serveur, hein, parce que tout est chiffré, il y a une secure enclave, les codes sont signés, voilà. C'est pas chiffré de bout en bout par contre. Ça peut pas être chiffré de bout en bout, effectivement, puisqu'il expliqué. faut bien déchiffrer en local ce qui se passe. Néanmoins, les messages sont pas conservés, donc c'est éphémère. Et puis C'est auditable par des tiers, disent-ils. Et exactement, ils disent que on peut, voilà, il y a des tiers qui peuvent, il y a des expertises. Sans précédent pour Apple. C'est ça, des expertises tierces qui peuvent venir être faites de temps en temps, quand on veut, je sais pas trop comment ça se passe, mais bon voilà, ça c'est pour donc ce qu'ils appellent le PCC, pour Private Cloud Compute. Et il est mentionné dans le rapport technique un modèle donc qui tournerait sur ce PCC, qui aurait le niveau de GPT-4 globalement, qui tournerait sur les serveurs PCC d'Apple. Et ce modèle, je pensais qu'il était issu, ou basé en tout cas, d'une manière ou d'une autre, sur la technologie OpenAI. Et c'est là la surinterprétation de ma part, parce que je me suis dit que si Apple avait un modèle à lui qui est au niveau de GPT-4, pourquoi est-ce qu'il ferait un deal avec eux? Parce qu'ils n'en auraient pas besoin, tu vois. Je pensais que, voilà. En plus, je pensais à l'époque que c'était un gros deal pour avoir une techno qu'ils n'auraient pas en interne, tu vois. En fait, il n'en est rien. On a appris cette semaine qu'Apple ne payait rien à OpenAI, qui d'ailleurs ne paye rien non plus, parce qu'en réalité, leur accord ne va pas si loin. Apple utilise 3 niveaux d'IA, donc il y a le local pour les tâches simples, le cloud pour les tâches moins simples, et il y a ChatGPT quand on a besoin d'une connaissance du monde, comme on dit. Donc en fait, il semblerait que l'accord Apple-OpenAI, finalement, ce soit une sorte d'échange de pub. Chacun peut se vanter d'avoir un accord avec l'autre, et puis voilà, c'est peut-être juste ça. Parce que le PCC est super sécurisé. Les deux ont gagné, quoi. A priori, même si bon bah ça coûte de l'argent à OpenAI parce que Apple, si tu veux, quand il envoie leurs requêtes, il envoie ses requêtes chez OpenAI du coup, puisqu'il les envoie pas sur le PCC. Et donc ça veut dire que c'est quand même les serveurs d'OpenAI qui travaillent quand il y a un utilisateur d'iOS qui pose une question, tu vois. Puisque le PCC, c'est pas un truc qui est fait pour répondre aux trucs qui demandent une connaissance du monde. Mais du coup, ça me paraît toujours un petit peu bizarre quand même, parce que le PCC est super sécurisé. Donc voilà, lui, je suppose qu'il ne demande rien quand tu l'utilises, ça doit être transparent, quoi. Hein. Et quand tu utilises OpenAI, il te demande l'autorisation parce que ça va sortir justement de la sphère Apple, en quelque sorte. Et du coup, l'intégration d'OpenAI, c'est donc une sorte d'appli, finalement, quoi. Et je me pose un petit peu la question, pourquoi faire, finalement? Parce que Apple a un niveau, un LLM de haut niveau, qui est à peu près du niveau de GPT-4, pourquoi pas l'utiliser surtout? Comme ça, ils pourraient tout faire de manière ultra sécure, à leur sauce, et pas s'associer avec OpenAI, dont la réputation n'est pas forcément très flatteuse en termes de sécurité en ce moment. Donc imagine si Elon Musk interdit les iPhones chez lui en plus, bon, je veux dire. Tu vois. Mais donc voilà, donc effectivement, il fallait revenir dessus parce que voilà, je m'ai confusé, et il y a donc effectivement 3 niveaux de trucs. Pourquoi exactement ils ont fait ça? Bon, apparemment, je sais pas, ça a l'air d'être pour des questions d'image, mais voilà. Je suis pas certain, en fait, quand il parle de la connaissance du monde, il me semble qu'il y a, par exemple, les requêtes en ligne, quoi, qui vont aller nourrir un petit peu la réflexion et la réponse. Ce qu'offrira la réponse d'OpenAI, mais ce qu'Apple ne prétend pas vouloir répondre, finalement. Si jamais tu veux lui poser des questions sur les partis politiques, sur l'actualité, sur
des éléments, voilà, comme ils disent, je trouve que c'est un peu vague, mais finalement, je trouve pas de meilleure manière de l'appeler. Ça a l'air d'être suffisant. Le private cloud compute, a priori, c'est voilà, un environnement qui reste relativement fermé en termes de connaissances. Ça reste assez centré sur les données qu'on a dans le cadre de notre utilisation avec Apple, non? Oui, oui, C'est pas enfin, clair, c'est hein. ce que j'ai compris, hein, c'est qu'effectivement, il y a la sphère Apple qui est donc en deux morceaux. Et puis après, si tu veux poser des questions plus générales, tu peux discuter gratos avec ChatGPT, mais qui est Mmh. pour le coup, du coup, oui, ChatGPT simplement. Et tu peux identifier, tu peux plutôt te connecter avec tes identifiants OpenAI pour Oui, utiliser oui. ton compte ChatGPT à la place si tu le souhaites évidemment. En fait, ça ouvre quand même une possibilité demain pour Apple de proposer une alternative à ChatGPT. Si jamais tu veux utiliser plutôt Google Gemini par exemple, peut-être qu'un jour on pourrait imaginer l'implémentation à la Oui, place c'est de vrai, mais ChatGPT, peut-être les deux, tu vois. oui, mais bon, enfin, moi, ce que je me demande, c'est si eux, ils vont proposer leur propre modèle à eux. Ah, c'est un peu la question. Comme ça, il sera Mm. totalement Ça- sécurisé aussi. Oui, Et oui, c'est possible. parce Oui, que ce qu'il dit, c'est que le c'est possible. PCC, c'est à peu près aussi sécurisé que si tu l'exécutes en local. Donc, Ouais. ce serait très bien Ouais. finalement qu'ils aient un truc pour tout faire et que tu sortes jamais finalement. Mm. Je le compare un peu au moteur de recherche Google ou à Google Maps qui peut y avoir sur iOS aujourd'hui ou sur les appareils Apple. Il y a besoin de ce service tiers de référence. Après, peut-être qu'un jour, Apple aura besoin de concurrencer pleinement ChatGPT avec une intelligence artificielle qui fera la même chose. Aujourd'hui, ils en sont a priori pas capables, ou en tout cas, ils estiment que c'est pas au niveau. Écoute, pour l'utilisateur, c'est plutôt satisfaisant. Ça veut dire on a le top du top. Tu vois, aujourd'hui, tu prends un iPhone en anglais aux États-Unis et cette année, bah, peut-être que tu as le top du top de l'intelligence artificielle, c'est top. Merci en tout cas Emmanuel hein, qui a déposé des commentaires sur techcafé.fr à ce sujet. Évidemment, on a bien pris le temps de regarder et puis sur Discord aussi, la discussion a continué. Je pense que vous serez sensible au fait qu'on aura éclairé ce sujet. Oui, je voulais revenir effectivement, si tu l'avais mentionné Guillaume, à la demande de MG Koto. Pardon. Oui, c'est un mini retour que tu m'as relayé du site. C'est un auditeur qui souhaite créer des illustrations avec un style cohérent. Alors, il travaille pour une asso, donc il donne un style BD. Après avoir un style cohérent, c'est plus un problème avec un générateur d'images aujourd'hui, hein. Donc, je suppose qu'il veut utiliser un générateur local gratuit. Donc, voilà, je suppose Ouais. Stable Diffusion, quoi. Et avoir un style cohérent, bah, il y a 3 possibilités globalement avec Stable Diffusion. Le plus simple, c'est de demander, parce que selon la version du modèle, Stable Diffusion connaît des dizaines de styles. Et il suffit de les invoquer dans le prompt. Et donc j'ai mis en lien dans les notes un catalogue de 3900 références pour SDXL, donc de styles d'artistes que tu peux copier tout simplement. Et donc voilà, s'il trouve un truc qui l'intéresse, c'est très bien. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser un modèle qui a été fine-tuné, c'est-à-dire un modèle qui aura été personnalisé hein, par d'autres gens, et qui aura tendance à générer un style particulier, ou à pouvoir le faire avec un mot-clé spécifique, c'est-à-dire qu'on lui aura appris un nouveau style. Et le plus simple, c'est de télécharger un LoRa pour ça, d'ailleurs, c'est encore plus simple que télécharger un gros modèle. Un LoRa, c'est un adaptateur qui se visse sur le modèle de base et qui modifie son comportement. Il y en a plein sur CivTI, j'ai lié des exemples, hein. Toutes les interfaces les plus populaires supportent les LoRa, c'est la base, hein. Attention, un LoRa ne s'adapte que sur le modèle prévu, donc il faut vérifier que le LoRa il est compatible avec le Stable Diffusion qu'on a, donc ce serait 1.5, Ok. 2 ou SDXL. Sinon ça ne marchera pas. Enfin, il existe aussi une possibilité de montrer le style lors de la génération, de montrer le style au modèle, à la volée. Et on appelle ça un IP adapter. Alors IP c'est pour Image Prompt. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre uniquement du texte pour générer une image, vous allez le faire avec un prompt multimodal. C'est-à-dire avec du texte et une Oui, image. l'image. Et c'est possible avec ComfyUI, mais c'est aussi possible avec Focus, par exemple, et c'est un poil plus avancé sur ComfyUI, donc j'ai mis un tuto dans les notes, hein. Focus est pas mal non plus. Focus utilise SDXL, par contre, exclusivement. En fait, avoir un style particulier et cohérent, c'est pas bien difficile, mais ce que souhaite faire l'auditeur, si j'ai bien compris, c'est reproduire des illustrations qu'il a déjà faites, j'ai l'impression. C'est possible aussi, mais il faut faire attention, parce que si tu veux faire du image to image et restyler une image existante, ça va aussi changer plein de détails, parce que ça va changer l'image dans sa globalité. Ça va la remixer dans son ensemble. Et donc, on pourra avoir des modifications non désirées, et si c'est le cas, il y a des détails que tu voudrais sans doute bien préserver, que tu voudrais pas qu'ils changent, et pour ça, c'est souhaitable de mettre du contrôle, d'appliquer plus de contraintes, si tu veux, à la génération. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les contrôles nets. Donc, par exemple, on peut réappliquer les contours de l'image d'origine, par exemple, pour qu'elle reste dans les clous, pour conserver les mêmes schémas d'image. Ça aussi, c'est un petit peu plus évolué, mais j'ai mis un tuto, hein, voilà, bon, c'est un peu plus long, bien entendu. Ça existe pour Comfy ou plein d'autres interfaces d'ailleurs, comme Automatic 1111, qui est un petit peu moins intimidante et qui permet d'utiliser des contrôles nets si jamais il y a besoin effectivement de cadrer tout ça.
Merci Guillaume de t'être penché sur le sujet. Pour prendre en compte l'ensemble des petites réactions que je voudrais finir de citer, il y avait eu un sujet sur les notes de l'épisode qui ne sont pas complètes dans l'app de podcast, selon les apps de podcast. On m'a suggéré de rajouter tout en haut un lien vers l'article sur techcafé.fr qui accompagne la parution de l'épisode. En fait, c'est tout bête, mais je vais le faire. Alors, juste, soyez pas surpris, ça va le doublonner sur techcafé.fr. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, comme ça, tout le monde sera servi. Je voudrais réagir aussi à Grémy sur Discord. J'ai pas pris le temps de lui répondre de manière complètement bien détaillée, mais il existe une solution pour verrouiller l'utilisation d'un iPad ou d'un iPhone à une application et avoir à rentrer un mot de passe pour en sortir, pour aller utiliser les autres applications. Donc, je t'ai mis le lien sur Discord. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, clin d'œil pour toi, Japaseb, qui me dit, il me met au challenge, hein, tu vois, Guillaume, il me dit, Guillaume, j'aimerais bien avoir tes tips pour occuper tes enfants en salle d'attente avec du monde et rien de prévu pour eux. Écoute, utilise le sempiternel jeu de je pense à un truc et pose-moi des questions, je réponds par oui et par non et tu dois essayer de le trouver. Honnêtement, c'est génial, il n'y a pas besoin de smartphone, c'est du low-tech absolu et vous allez passer des bons moments ensemble. Sans autre forme de procès, on continue à parler de nos intelligences artificielles génératives avec ton chouchou Guillaume, je crois, hein, finalement, c'est Stable Diffusion en version 3 qui arrive, qui sort, et il va falloir qu'on en parle un petit peu parce que les résultats sont tout aussi étonnants que convaincants. Je ne sais pas comment les présenter, Guillaume. On va rester dans la génération d'images avec Stable Diffusion 3 qui vient d'arriver, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et pas que du bien malheureusement. Alors pas que du mal non plus, et d'ailleurs il faut raison garder parce que je vois passer sur Reddit non seulement du mécontentement qui peut se comprendre, mais aussi des propos insultants, voire carrément menaçants à l'égard de Stability AI, avec tout dernièrement des menaces de doxing, et des insultes, et voilà, c'est des insultes carrément adressées aux devs de la boîte, hein, je veux dire, bon, ils sont pas responsables, enfin, que sont pas tous responsables de tout ça, c'est pas acceptable. Il faut bien rappeler que Stability AI, c'est pas une ONG, hein, et rien l'oblige à publier ses modèles. C'est une boîte privée, qui est d'ailleurs en grande difficulté financière. C'est pas les restos du cœur de l'IA. Donc ils ont publié une nouvelle version de Stable Diffusion qui a des problèmes, on va pas se mentir. Mais rien que pour avoir publié un truc, c'est déjà bien. Je veux dire, que le truc soit révolutionnaire ou finisse dans l'oubli total, c'est la même chose. Personne n'est obligé de l'utiliser, et insulter les gens qui te font un cadeau, c'est pas très poli. Donc Stability AI a publié le successeur donc de Stable Diffusion XL, ou de Stable Cascade, hein, selon les points de vue. Probablement le générateur d'images open source le plus utilisé dans Stable Diffusion, la famille la plus connue, et le plus personnalisé aussi. Comme je disais, il existe des milliers de versions sur Civiterae, par exemple, hein, et il a lui-même, donc SDXL, a succédé à SD 1.5, qui est encore largement utilisé aujourd'hui parce qu'il est très léger. Et oui, je fais comme si la version 2 avait jamais existé, parce que c'est plus ou moins le cas. Mais bon, j'exagère, mais quand elle est sortie, elle avait elle aussi suscité beaucoup de drama à l'époque, parce qu'elle connaissait beaucoup moins de styles d'artistes et de célébrités que les versions d'avant. Et donc du coup, c'est vrai que l'immense majorité des fine-tune aujourd'hui, c'est SDXL ou SD 1.5. Et bon, Stable Cascade, donc je l'ai mentionné, il était trop lourd carrément, hein, il n'a pas tellement marqué, et donc c'est la version 3 qui arrive là, et elle était vraiment très très attendue, et donc ça ne fait que renforcer la déception vraiment de la communauté quand ils ont essayé de créer leurs premières images. Alors déception justifiée, franchement, de mon point de vue, et qui se double d'un autre problème d'ordre juridique, hein, qui éclipse, c'est dommage aussi, les qualités du modèle, parce qu'il en a en fait des qualités malgré tout. Alors, c'est Stable Diffusion 3 Medium? Oui, exactement. C'est la version Medium de Stable Diffusion 3 qui a été publiée. La version Large restant a priori réservée à l'API de Stability AI, hein, qui est payante. Et donc, Stable Diffusion Medium, normalement, ça devrait être un grand pas en avant. Hein, et techniquement, c'est un peu le cas quand même. Hein, parce que c'est un Diffusion Transformer, donc c'est une architecture qui est plus moderne que celle de SDXL, et qui est un petit peu plus rapide. Pour générer des images en 1024 x 1024, parce qu'ils conservent la même résolution, tu mets un petit peu moins de temps, 20-30% peut-être, hein, pour le même nombre d'itérations. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et ensuite, que ce soit la version avec ou sans T5, T5 c'est le gros modèle de langage qui, a priori, renforce sa compréhension des prompts, de toute façon, même avec la version de base, vous avez un modèle qui comprend très nettement mieux ce que vous lui dites. Et ça, c'est quand même sympa. Donc en fait, il maîtrise beaucoup mieux le texte, et on peut lui demander des choses beaucoup plus complexes en fait. On peut lui demander directement des compositions relativement complexes, et il s'y tient, dans la plupart des cas, on va dire. Par exemple, là, j'ai demandé un homme chauve avec des lunettes sur un siège bleu, avec une chemise verte et une boule en verre rouge dans la main droite, dans une cuisine le soleil couchant. Et c'est avec plaisir de dire que je peux dire que dans une majorité des cas, toutes mes demandes, ou presque, ont été satisfaites.
Donc, C'est pas non ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça reste un sujet sur lequel ces outils ont dû progresser, ils ont progressé, mais où c'était loin d'être encore très convaincant. Il n'était pas rare que une instruction que tu donnes, que tu lis à une notion de ton prompt, soit un peu mélangée avec une autre notion. ah Donc oui, là, tu sembles décrire le fait que ça a bien avancé. entre SD 1.5 et SD3, c'est le jour et la nuit, Mmh. pour le coup. Mmh. Donc le problème, là où ça se gâte carrément, c'est que strictement tous les hommes en question étaient parfaitement difformes, aussi bien au niveau des mains, comme Ah d'habitude, là là là, que du des reste. mutants. Des mutants atroces, horribles. En fait, SD3 est pratiquement Gênant. incapable de générer correctement des corps humains, hommes comme femmes. S'il est très doué pour les visages, il est nul en anatomie, à tel point que ça en est incompréhensible d'ailleurs. Les mêmes prompts avec SDXL pointent bien le souci. SDXL ne suit au mieux que la moitié de ce que je demande, avec des prompts complexes comme ça, voilà, c'est beaucoup plus aléatoire. Les visages sont pas toujours fabuleux, les détails sont un peu moins nets, c'est un petit peu moins bonne qualité, SD3 fait des détails très très vifs. Il sait faire un mec assis, par contre, et du coup, c'est un petit peu le truc, quoi. C'est-à-dire que presque tout est un peu moins bon, sauf que le mec qui est assis, bah, il a deux bras, deux jambes aux bons endroits, quoi, tu vois, et ça, c'est pas mal. Hey. Et donc voilà, SD3, il fait que des monstres, alors qu'SDXL, il sait faire un mec normal, quoi. Alors le pire de tout, c'est que SD3, il peut générer de très très belles images. Du moment qu'il n'y a aucun humain dessus, bah ça va, il fait des paysages splendides, avec une netteté au niveau détail qui est meilleure que le SDXL, je parle du modèle de base, bien sûr. Il fait des beaux portraits, il est assez stylé, il est assez esthétique dans ses générations, et donc oui, en l'état, il peut être utile pour faire des illustrations, mais sans personnage. Et peut-être sans chevaux aussi, parce qu'ils ont quand même pas mal tendance à avoir 5 pattes. Donc vous avez compris, il faut pas compter sur SD3 pour générer quoi que ce soit d'un temps soit peu coquinou, il sait même pas où mettre les bras, et alors le reste, vous imaginez pas. Et donc c'est assez évident, les mecs de chez Stability ont apparemment tout fait pour qu'on ne vienne pas leur reprocher que leur truc a servi à faire du porno avec Scarlett Johansson ou avec des petits-enfants. C'est sûr. Le souci, c'est qu'ils sont allés tellement loin que même sans parler de porno, un modèle qui ne sait pas dessiner des humains, bah, c'est un modèle dysfonctionnel, tout simplement. Parce qu'il se murmure qu'il existerait d'autres situations dans lesquelles on pourrait souhaiter générer des gens dans des images, tu vois, que le porno. Alors on pourrait se dire que c'est pas rédhibitoire, parce que tout simplement, aucun des modèles de base publiés par Stability par le passé n'était très très folichon et que la communauté a produit des modèles custom nettement meilleurs. Donc SD3 pourrait être une base technologique pour de futurs modèles, qui dépasseraient à terme SDXL. Et alors, le truc, c'est qu'il y a un autre gros souci, c'est la licence. J'embrasse. Alors justement, oui, alors on va pouvoir enchaîner, mais effectivement, oui, la licence semble poser problème, elle aussi, dans l'utilisation. Oui, on pourrait croire qu'un modèle un petit peu pété comme ça, qui finalement ne génère même pas des images en plus haute résolution que son prédécesseur, et qui pourrait même être vu comme une sorte de démo de l'API SD3, soit gratos, avec une licence assez libre, bah, comme ses prédécesseurs du reste. Eh ben, rien du tout. Stable Diffusion 3, en fait, en réalité, il n'est pas open source. Il est gratuit que pour un usage à but non lucratif. C'est un changement radical. Ceux qui génèrent des revenus avec SD3 devront payer 20$ par mois, même s'ils utilisent leur propre machine pour faire tourner le modèle. 20$ par mois, même si c'est sa carte graphique et ton électricité. C'est un peu vexant. Oui, c'est cocasse, parce que pour le prix, vous pouvez vous abonner à Midjourney, qui sait comment dessiner un chauve sur une chaise avec des bras et des jambes aux bons endroits. Ça, c'est vrai que... bon. Mettre à 20$ par mois un modèle de ce niveau de qualité, c'est quand même très présomptueux. Mais bon, continuons. Pour ce prix-là, vous pourrez générer que 6000 images par mois, et générer moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Sinon, il faut les contacter pour un autre type de licence qui sera sans doute plus cher. Bon. Mais ça s'arrête pas là. Si vous arrêtez de payer, vous devez cesser d'utiliser le modèle et tous ses dérivés. C'est là qu'il y a un gros souci potentiel parce que ça peut être interprété comme par exemple si vous voulez créer un modèle personnalisé de SD3, donc basé sur le modèle d'origine, et ou sur ses productions, et que si vous cessez de payer, vous devez arrêter de l'utiliser, et puis surtout vous devez détruire ce modèle et ses productions. Ce qui en l'état est complètement incroyable. Pour un business d'ailleurs même petit, 6000 images par mois, c'est restrictif. Si on commence à réfléchir même en termes d'impact sur la communauté, c'est très préoccupant. La popularité de Stable Diffusion, au sens large, ça vient à 100% de la communauté. Ce sont les grands modèles fine-tunés par leurs soins qui atteignent des niveaux de qualité qui sont bien au-dessus des versions de base. La richesse des modèles custom aussi, pour des usages spécifiques, c'est ça la grande force de Stable Diffusion. Sans la communauté de modding, en quelque sorte, Stable Diffusion, ce serait complètement marginal aujourd'hui. Et bon, un modèle fine-tuné, c'est une production dérivée du modèle de base. Et donc, si on veut rendre utilisable le modèle à moitié cuit qui a été livré là par Stability, il faut le fine-tuner, donc il faut déjà générer beaucoup d'images, parce qu'entraîner un modèle, c'est forcément faire beaucoup de générations. Et donc, du coup, un entraînement de SD3, ça demanderait sans doute déjà une licence, de manière quasi obligatoire. Si jamais elle est plus payante à un moment, ça veut dire que tu dois détruire ton modèle.
Un modèle qui se retrouve sur CivitAI, par exemple, et qui est téléchargé par des milliers de personnes et qui devraient eux aussi le détruire immédiatement. Oh Et là c'est là. ça. Et il y a même pire. SD3 est carrément radioactif parce que tout modèle qui aurait utilisé, même partiellement, hein, même une seule image qui a été générée par SD3 donc pour son entraînement, donc si tu veux entraîner un modèle avec des images faites par SD3, eh ben, il faut détruire aussi le modèle qui a utilisé ces images-là. C'est la raison qui vient d'ailleurs de pousser CivitAI à interdire le modèle sur le site. CivitAI, c'est un petit peu le GitHub des modèles de Stable Diffusion, donc autant dire qu'en l'état, Stable Diffusion 3, il est mort-né, littéralement. Hein. Et pour couronner le tout, en plus de ça, c'est le créateur de la licence, c'est le créateur détenteur de la licence qui est responsable des manquements de ses clients. D'ailleurs, il semble que les détenteurs de licence soient même responsables au sens large des usages non permis du modèle. Donc ça veut dire que si quelqu'un fait du porno de Taylor Swift avec un modèle que t'as fine-tuné toi, bonne chance pour ça, c'est au créateur d'aller en tôle en fait. Donc en l'état, c'est mort. La communauté n'a aucune raison d'essayer de sauver Stable Diffusion 3. Entre les licences payantes et les prix, dont les prix pourront varier à l'avenir de manière totalement imprévisible, les responsabilités juridiques et les limitations, c'est fini. Alors, je pense que s'ils veulent que les gens l'utilisent, il va falloir qu'ils reviennent quand même assez rapidement dessus. Stability a très mal joué, c'est pas une raison pour les menacer de mort bien sûr, mais en termes d'image de marque, c'est SD3, c'est suicide. Ok, la boîte cherche de l'argent et doit trouver des sources de revenus, mais il faut quand même choisir. Soit tu libères un modèle, soit non. Mais entre les deux, c'est calamiteux, ça sert personne. De toute façon, personne ne va te payer parce que personne ne va utiliser ton modèle. Et tu passes en plus de chevalier de l'open source à gros rapace façon Adobe. Et pour couronner le tout, tu le fais avec un modèle qui est quasi dysfonctionnel, qui est la risée de tout Internet. Sérieux. Tu te rends compte que c'est la première fois que je vois passer des LoRa satiriques qui permettent à SDXL de générer des femmes sur l'herbe mutante aussi déformées que ce que tu as avec SD3. C'est fou parce que le modèle a des qualités objectives, mais elles sont noyées sous des défauts et sur un torrent de bad buzz, et la boîte n'a pas du tout besoin de ça. Donc effectivement, tu as raison, soit Stability AI revoit les termes de licence et sort une version au passage 3.5 qui serait capable de dessiner un humain normalement, quoi, déjà, soit c'est fini, Stable Diffusion 3, c'est une fausse alerte. Ce que je trouve intéressant et ce que je retenais, moi, tu me dis si vraiment j'ai mal interprété, mais si c'est vraiment ça, c'est que vraiment les équipes ont écarté des bases de données d'images qui auraient pu amener l'outil à générer des images coquinettes, va-t-on dire, mais que ce faisant, ça a fait perdre au modèle la capacité de générer de l'humain un peu normalement. Est-ce que ça veut dire, Guillaume, si je fais un raccourci, est-ce que ça veut dire que le porno est essentiel à la bonne compréhension de l'être humain ? Évidemment, regarde l'éducation des enfants aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai. Merde, maintenant que tu le dis. Ouais, c'est vrai. Ok. Non, mais disons, sans rigoler, en fait, c'est probablement un petit peu de ça. C'est peut-être un poil plus compliqué. Alors, le truc, c'est que j'ai vu passer des trucs sur Reddit, c'est pas encore confirmé, mais il semblerait que si tu mets dans les prompts négatifs des termes pornographiques, ça améliore la qualité de génération. Donc, soit c'est qu'il n'a pas vu suffisamment d'humains pour arriver à les dessiner correctement, soit on l'a biaisé pour lui interdire totalement et tellement de générer des choses et qui seraient pornographiques ou ce que tu veux, que ça le rend dysfonctionnel, quoi. Je sais pas encore exactement. On en saura peut-être plus à l'avenir, ou pas d'ailleurs. L'ultime question que je me pose, Guillaume, c'est que ça fait quand même des exemples récemment, je trouve finalement assez fréquents, de la sortie de modèles qui sont, alors dans les fraises pour une partie des usages, hein, on peut se rappeler de Google Gemini qui était, je ne sais plus, c'était pas Gemini d'ailleurs, mais en tout cas Google qui avait sorti une IA qui était trop woke, hein, qui inventait, vous entendez les guillemets j'espère, qui inventait de la diversité culturelle à contresens de l'histoire. On voit là Stability AI qui donc nous met à disposition une version 3 de Stable Diffusion qui a priori fait quand même des résultats assez discutables assez facilement. À ton avis, ils sont pas suffisamment testés ces modèles? C'est compliqué de les tester avant de les mettre à disposition au grand public et auprès d'un certain nombre d'utilisateurs pour se rendre compte des difficultés. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être des choses différentes, mais les deux cas, effectivement, dans le cas des images de Gemini, je crois que c'était effectivement je crois que c'était bien Gemini. Ouais, c'était Imagen, je pense. C'était la version, la partie génération d'images de Google, comme DALL-E, et la partie génération d'images de chez OpenAI, qui effectivement voulait faire trop d'inclusivité à tel point effectivement qu'elle faisait des nazis blacks ou voilà des choses bizarres qui sont évidemment fausses. Et du coup,
Là, on avait effectivement l'impression que c'était une sorte de biais de sécurité, parce que voilà, c'était trop biaisé dans une certaine direction, à tel point que ça devenait complètement absurde. Il est possible que ce soit la même chose dans le cas de Stable Diffusion 3. Pour le fait que ce soit testé ou pas, je pense qu'en fait, ça va trop vite, tout simplement, et que voilà, il n'y a pas de Ok. tests qui sont faits suffisamment de manière approfondie, et que ça sort un peu en cata, quoi. Et c'est vrai que Stability AI, ils ont des problèmes en ce moment, et donc ça sort probablement en cata, ouais. Ok. On reste sur les aspects un peu légaux de ces mêmes outils avec les solutions du côté de Adobe et du côté de Getty aussi, Guillaume. Oui, génération d'images toujours avec Adobe qui, justement, viennent clarifier ses propres conditions d'utilisation pour sa Creative Suite vers le 5 juin, je pense. Adobe les a légèrement modifiés avec une formulation qui a mis le feu aux poudres, hein, chez les créatifs sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'était que quelques mots. Il y avait des mots qui étaient des techniques telles que l'apprentissage automatique, qui pouvaient être utilisées pour analyser le contenu, pour améliorer les services, les logiciels et les expériences utilisateurs. Et c'est des mots qui sont en fait une formulation vague de trucs qui étaient déjà dans le contrat avant, mais ça a mis en évidence finalement une défiance assez violente, hein, entre les artistes et Adobe, parce que ça a été interprété, l'interprétation qui s'est diffusée, c'était qu'Adobe, du coup, s'arrogeait le droit d'accéder au contenu des artistes, aux créations, pour entraîner ces IA, en particulier le générateur d'images Firefly. En fait, Adobe assure que ça n'a jamais voulu dire ça, que les termes font référence à des services que tout le monde propose en réalité et qui demandent quand même d'avoir la licence. C'est-à-dire, tu es obligé de demander l'autorisation quand tu récupères les données, ne serait-ce que pour faire des vignettes, partager des trucs sur le web, permettre les recommandations, des recherches, etc. Et donc, tu dois quand même avoir la voix des gens. Et puis, oui, c'est des trucs automatiques, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Donc, un peu plus tard, Adobe a d'ailleurs revu sa formulation pour y inclure que, justement, effectivement, noir sur blanc, que les œuvres des clients n'entraîneraient jamais Firefly. Adobe a beaucoup insisté d'ailleurs sur le fait que Firefly était créé de manière éthique, entre guillemets, hein, et qu'ils allaient continuer comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre surtout que beaucoup d'artistes n'ont plus confiance, tout simplement, en Adobe. Ils sont super méfiants, ils scrutent le moindre changement avec acuité pour y détecter des failles éventuelles, et c'est une défiance qui est aussi symptomatique d'un clivage peut-être grandissant entre les artistes et les grosses boîtes, autour de l'IA en particulier, même si par ailleurs le comportement d'Adobe est très discutable aussi ces dernières années, quoi. Donc, même si elles ont compris l'enjeu, par exemple, Getty et PixArt, eux, ils prennent bien soin de mentionner que le nouveau générateur d'images qu'ils proposent a été entraîné uniquement sur du contenu dont ils possèdent la licence. Ça passe pas forcément bien tout le temps, c'est peut-être tout simplement le concept même de génération d'images, hein, qui passe mal auprès de certains artistes, quoi, et ça se voit tout de suite, hein, sur les réseaux sociaux. Euh, Ça marche. On continue aussi avec l'actualité de ces outils qui, cette semaine, est un peu chamboulée aussi avec un premier cas. J'ai l'impression que c'est le premier cas dans cette gamme d'outils, Guillaume, de piratage qui ne rassure pas forcément, hein, d'ailleurs, les développeurs et les utilisateurs. Oui, c'est marrant, cette opposition qui, donc, entre les artistes et l'IA, quoi, et les utilisateurs d'IA, peut prendre des formes très variées, au point qu'on puisse se demander si on est juste en train de friser l'hypocrisie ou si on l'a déjà dépassé. Mais bon, c'est quand même marrant que ça revienne sur le tapis. Le premier hacking militant visant l'IA a déjà fait des victimes parmi les utilisateurs de ComfyUI. ComfyUI, c'est un outil open source qui permet d'utiliser de manière très avancée aussi bien Stable Diffusion qu'une multitude d'autres modèles connexes, hein, et qui a été compromis via une extension qui s'appelle ComfyUI LLM Vision, qui est en fait un nœud custom, comme il en existe plein, pour étendre les fonctions de ComfyUI, qui est profondément modulaire. Et donc ça permet d'utiliser un LLM dans l'interface, et ce truc a été piraté par un groupe qui s'appelle Nullbulge, et qui se revendique comme une sorte de Robin des Bois anti-IA. Parce que sur leur site, on peut lire les raisons qu'ils ont soi-disant poussé à faire ça, poussé à vous pirater. Parce qu'en utilisant ComfyUI, vous vous rendiez coupable pêle-mêle de vol d'œuvres d'art, de spoliation d'artistes et de promotion de crypto. Et oui, le malware inséré, d'ailleurs, était capable de voler votre portefeuille crypto, hein, si vous en avez un, enfin les identifiants. Entre autres, il était capable aussi de prendre des photos d'écran et d'exfiltrer des fichiers variés, en plus des Ça votre fait adresse peur. IP. Donc, Robin des Bois, mon œil, hein, parce que est-ce qu'ils ont reversé les éventuels cryptos volés à des artistes? J'en doute, l'histoire ne le dit pas. Même si c'est fumeux, c'est quand même marrant de mettre en avant ce prétexte, et c'est quand même remarquable que ça met encore une fois l'accent aussi sur le fait que GitHub, c'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée, et qui donc est de plus en plus visée aussi par les pirates, parce que c'est vrai qu'on va de plus en plus dessus, on télécharge de plus en plus de trucs sans trop faire attention, et c'est un vrai souci, quoi. Et bon, de manière... Et puis on a... Oui, Vas-y, enchaîne. Mais je Oui, pense parce que tu voulais parler de l'image qui Oui. paraît être générée par intelligence artificielle et qui ne l'est pas. Exactement, parce que
On a une autre manière plus rigolote et plus inoffensive, tu vois, de faire du militantisme comme ça. C'est une démonstration qu'a fait un photographe qui a osé envoyer une photo réelle à un concours d'images IA. Quelle audace! Il est même arrivé troisième à ce concours de photos IA avec une photo pas IA qui a donc réussi son problème à être confondu par les juges avec une vraie image IA. C'est bon, vous suivez? L'image en question, c'est un flamant rose qui a pas de tête et qui est en effet très étrange hein, et qui pourrait effectivement passer pour une image synthétique alors Être que généré par Stable Diffusion 3 si c'était un humain. si c'était un humain, exactement, mais bon, enfin, il y a certainement. Et enfin, en tout cas, c'est vrai que bon, l'image est rigolote et elle est étrange, si tu veux. Et du coup, elle pourrait passer effectivement pour une image générée, sauf que c'est une vraie photo d'un vrai flamand qui se gratte sans doute son vrai. Enfin, qui se gratte, quoi. Et bon, ce truc s'appelle Flaming Gone. La photo en question a été disqualifiée. Son auteur l'accepte d'ailleurs, bien sûr, totalement, puisque son but était simplement de montrer que la réalité était en elle-même bien assez fascinante et que les humains sont bien assez créatifs pour battre les machines. Voilà, c'est beau. Bon, cela dit, il n'est pas arrivé premier. Tu remarques, hein, il est arrivé que troisième. Ah, Effectivement, il n'a pas dépassé tous les autres. Bon, c'est un exercice à la fois artistique pardon, et d'activisme, peut-être beaucoup plus convaincant et avec lequel on se retrouve peut-être quand même plus que le piratage de Comfy UI. À suivre pour l'actualité dans ce domaine. Je suis sûr que ça va redoubler d'intensité. Et puis, on peut mettre de côté nos images, Guillaume, pour en prendre des encore plus grandes quantités pour faire de la vidéo. Parce qu'évidemment, c'était difficile de passer à côté de la hype, comme je me le disais en intro, de Luma, qui est ce nouvel éditeur de vidéos accessible à peu près à tout le monde, gratuitement. Alors attention, c'est lent, faut être patient, mais plutôt convaincant, Guillaume. bah oui, on termine ce segment avec l'humain qui est un autre générateur vidéo. On avait parlé la semaine dernière de Kling, qui commençait à se tenir quand même solide sur ses Ouais. appuis face à Sora, mais Kling, ils étaient chinois, donc il fallait avoir un numéro mobile chinois pour être sur la liste d'attente. Et l'humain, cette fois, il est bien de chez nous. Enfin, il est occidental, disons. Hein. Il n'est pas français, mais il est occidental. Et vous pouvez le tester dès maintenant. Vous pouvez tester la Dream Machine de Luma Labs, hein, précisément, qui est franchement pas loin de Kling, et qui est pas si loin que ça de Sora. Alors, il y a pas mal d'exemples qui circulent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai vu passer ce matin même des mèmes animés. Donc, c'est les mèmes, voilà, les images de mèmes qu'on connaît tous. Elles sont, voilà, elles prennent vie, quoi. C'est incroyable. Et donc, sur YouTube, effectivement, il y a déjà des best-of quelque part. Alors, c'est pas encore de nature à révolutionner Hollywood, hein, mais bon, quand même, ça doit franchement les intéresser, voire les inquiéter, parce que c'est pas si mal que ça, quoi. Comme Sora ou Kling, Luma sait faire des vidéos qui sont assez longues, qui sont plutôt cohérentes, avec des résolutions enfin, la résolution native, c'est 1080p, mais on a toujours un certain flou, tu vois. Le niveau de détail n'est pas forcément là, c'est pas super fin tout le temps. Et puis, il y a aussi des anomalies, des anomalies fréquentes, comme on en voit un petit peu sur les images, hein, quelque part, mais bon, ben voilà, qui bougent et qui sont reproduites. Des anomalies de cohérence aussi, mais on voit que ça progresse vraiment super vite parce que des nouilles de Will Smith à Pika Labs et maintenant à ça, c'est quand même impressionnant, quoi. Alors, évidemment, c'est pas super radiophonique comme sujet, il faut vraiment que vous alliez voir, quoi, mais dans les notes de l'émission, il y a un lien vers une espèce de best-of. Bon, il y a quand même des trucs qui sont vraiment impressionnants. Le modèle est pas parfait, hein, mais pour faire du storyboarding 2.0, créer des petits clips, des pubs, des clips musicaux, c'est déjà infini comme potentiel. On a un peu la même impression qu'au début de la génération d'images. On voit que Oui. c'est pas parfait, on voit qu'il y a des trucs déformés, on voit que... Mais quand même, quoi, c'est impressionnant et c'est bluffant. Dans 90% des cas, c'est quand même bluffant, quoi. Et c'est fou qu'on en soit déjà là avec la vidéo. Et donc, on n'a toujours aucune nouvelle de Sora. Mais si OpenAI en entend encore un petit peu, il va encore y avoir un ou deux petits compétiteurs qui vont se lancer par là-dessus. Sa sortie aura beaucoup moins d'impact que prévu. Donc voilà, à moins qu'ils soient encore un cran au-dessus de ce qu'ils ont montré dans les vidéos, finalement, on ne sait pas. Mais bon, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors justement, tu parles d'OpenAI, c'est intéressant, on va pouvoir s'attarder un petit peu sur le sujet. Juste effectivement, en matière de cohérence, on a justement sur les exemples des mèmes, je trouve que c'est un très bon exemple. Alors, en fait, pour vous dire, on peut soit faire un prompt et ça génère une vidéo, soit lui injecter une image et puis il va sur la base d'instructions, il va pouvoir la dérouler en vidéo derrière. Dans le cas des mèmes déclinés en vidéo, on a justement assez vite des exemples d'incohérence, comme tu le dis. Le fameux mème des 3 personnes dans la rue avec les 2 femmes et l'homme, on voit que ça, il y en a un qui passe devant, derrière, Ouais, etc. Et le mème de Mark Zuckerberg qui regarde par la fenêtre, en fait, il regarde par la fenêtre et à la fin de la vidéo, il est à l'intérieur de chez vous et il regarde à l'extérieur, ce qui est encore plus flippant, je trouve, de mon côté. Mais je pense que tu pointes du doigt, effectivement, peut-être un des sujets du moment, c'est de voir
à quel point OpenAI est présenté comme étant le service de référence qu'Apple doit mettre à disposition sur iOS 18, on l'a dit tout à l'heure, peut-être commence à voir que la concurrence va le rattraper, il va falloir qu'il s'adapte, Guillaume, et pour ça, il serait bien possible qu'ils revoient un peu fondamentalement leur ADN, leur raison d'être originale. Écoute, en tout cas, ils sont en pleine expansion capitaliste, puisque The Information, qui est devenue la source de potent numéro 1 sur OpenAI, affirme que son chiffre d'affaires est désormais de 3,4 milliards de dollars, donc un chiffre imprécis selon les intéressés, qui ont néanmoins d'incliner de préciser de combien. Et il se murmure aussi qu'OpenAI, poussé fortement par Sam Altman, pourrait changer effectivement de structure et devenir une entreprise normale, quoi. Une dont le but est de faire du pognon, et puis c'est tout, une qui aurait un conseil d'administration et des investisseurs libres de poursuivre uniquement le but du profit maximal, comme le veut notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc pas une Est-ce que c'est pas plus honnête, en fait? Effectivement, parce que pour l'instant, ils sont une semi-organisation avec un board dont le boulot, c'est de te saouler avec des trucs chiants comme la transparence, la sécurité, l'éthique et tout ce bordel improductif. Et de fait, OpenAI porte déjà de plus en plus mal son nom, de toute façon. OpenAI, mon cul, enfin bon, bref. Dynamiter les vestiges de l'époque ONG, finalement, et la fondation avec Elon Musk, ça permettrait sans doute à la boîte d'atteindre son plein potentiel, et puis d'oublier, effectivement, cette histoire désagréable avec Elon Musk. Outre ces rumeurs, on sait aussi par ailleurs que, comme pour confirmer l'expansion de la boîte, OpenAI va avoir besoin de 2 serveurs en plus de chez Oracle. Donc faire tourner ChatGPT, ça demande toujours plus de puissance, et donc Oracle va épauler Microsoft pour les très gros besoins d'OpenAI en termes d'inférence, donc d'utilisation des modèles. Parce qu'a priori, l'entraînement des modèles, ce serait, il reste fait sur les superordinateurs de chez Microsoft. Donc dernière actu quand même et non des moindres, OpenAI vient d'engager Paul Nakasone pour intégrer son conseil d'administration. Un recrutement qui a été diversement commenté, mais quand même très commenté. Alors Nakasone, je crois que c'est Nakasone, Nakasone c'est la prononciation à l'américaine, je crois. Nakasone, en fait il est d'origine japonaise, c'est pour ça que c'est un nom un petit peu étrange comme ça. C'est une personnalité un peu controversée, ce Paul. C'est un général en retraite de l'US Army, donc voilà, dans sa vie, il a eu 2 gros thèmes, on va dire, via ses 2 gros derniers postes, en fait, la sécurité en tant que chef du United States Cyber Command, qui est donc la branche cyber du Pentagone, et la surveillance, puisqu'il a été aussi chef de la NSA entre 2018 et 2024. Et donc Nakasone, il a été recruté par OpenAI pour son expérience en cybersécurité, et de ce point de vue-là, oui, c'est vrai que ça en jette. Le sénateur démocrate Mark Wahlberg a écrit « Personne ne serait plus respecté dans le milieu ». Bon, voilà, de la cybersécurité. Bon, Paul, lui, il est content, il dit « Je me réjouis de contribuer aux efforts d'OpenAI pour garantir que l'intelligence artificielle générale soit sûre et bénéfique pour les gens du monde entier. » Voilà, avec toute la modestie qu'on attend d'un général américain en retraite, donc. Évidemment, tout le monde n'est pas forcément du même avis, et certains s'inquiètent de son passé à la NSA, dont un ex de la maison, qui connaît plutôt pas mal le truc, et qui nous l'a fait connaître d'ailleurs un petit peu mieux, c'est Edward Snowden, qui est assez écœuré et qui commande sur X que les masques tombent. Il dit aussi dans un autre tweet que le croisement de l'IA avec l'océan de données de surveillance de masse qui s'est accumulé au cours des 2 dernières décennies va placer des pouvoirs vraiment terribles entre les mains d'une poignée de personnes qui n'ont pas de compte à rendre. Je cite. Que les données d'OpenAI puissent être utilisées à des fins de surveillance un jour, ou que les IA d'OpenAI n'aident la surveillance par ailleurs, à la NSA ou ailleurs, je sais pas. Effectivement, le mélange des genres inquiète certaines personnes. Même au-delà de Snowden dont la citoyenneté russe octroyée par Poutine lui-même nuit un tout petit peu à sa street cred ces derniers temps, même. Ça aide pas, il n'est plus aussi, il n'y a plus la même image. Pour ne rien arranger, OpenAI serait, au dire de ses voisins à San Francisco, une boîte de plus en plus secrète, de plus en plus mystérieuse, avec, il paraît, des agents de sécurité en civil, sous couverture, à l'extérieur du bâtiment, avec des petites oreillettes comme ça, des trucs un peu comme dans les films. Et donc c'est vrai qu'avec le recrutement d'un ancien directeur de la NSA, on va avoir des bonnes théories du complot, là, ça va être bien ça. Ah, c'est bien, on manquait un peu d'opportunités pour avoir plus de théories du complot, je me réjouis d'en voir plus poindre le bout de leur nez. Guillaume, on termine cette rubrique en matière d'intelligence artificielle avec la protection de la part de l'Union européenne, pas d'ailleurs spécifiquement pour l'intelligence artificielle, mais qui nous protège notamment avec des actions face à Apple et Meta. Bon, il y a un petit peu les 2 sujets. Effectivement, Apple toujours aussi avec, on en reparle un petit peu, Apple et Meta seraient, selon le Financial Times, sur le point de se faire attaquer par l'Europe
pour pas jouer le jeu des règles du DMA, quoi. Donc pour Apple, on s'y attendait un petit peu, hein, vu la mauvaise volonté affichée par le joueur américain dans toute l'histoire de l'ouverture de l'App Store et des moyens de paiement tiers, tout ça. Hein. Pour Meta, c'est aussi un sujet dont on a discuté ici, c'est l'option payante de Facebook et Instagram. Hein. Donc vous pouvez dispenser de pub, mais vous devez payer. Un tarif qui n'est pas si anecdotique et qui, dans son principe, pourrait poser problème aussi. Bon, les juristes vont avoir du boulot, à moins que les entreprises ne changent des trucs dans le mois qui vient, parce que pour l'instant, c'est encore préliminaire. Mais par ailleurs, Meta, encore lui, hein, donc vient de stopper son projet d'utiliser les données des Européens pour entraîner ses futures intelligences artificielles, hein, donc on recoupe un petit peu là-dessus. Dans les conditions d'utilisation de Facebook et compagnie, Meta se donne le droit d'utiliser vos données pour entraîner ses IA, à moins que vous remplissiez un formulaire pour dire non explicitement. Et cette façon de faire, voilà, elle a attiré l'attention de la NOIB, qui est l'autre nom pour la European Center for Digital Rights. Donc NOIB, ça veut dire en fait None of Your Business, c'est pas vos oignons. Et c'est un nom qui est plus court et plus marrant hein, pour cette association qui est donc focalisée sur la vie privée, la défense de la vie privée, et qui a été fondée par Max Schrems, donc le très connu militant autrichien hein, qui doit avoir sa poupée vaudou chez Meta depuis des années, avec plein d'aiguilles, je pense. La NOIB avait enregistré 11 plaintes contre Meta sur rien que sur ce sujet-là, hein, mais bon, elle n'était pas la seule à avoir des doutes, puisqu'en réalité, Meta avait stoppé ses projets en Europe et en avait, là, on le sait, par la DPC irlandaise. La DPC, c'est la Data Protection Committee, je crois, un truc comme ça. Donc la CNIL, c'est la CNIL, hein, la CNIL de là-bas, quoi, si on veut. Donc c'est elle, en fait, qui a lâché l'info. Et donc j'ai l'impression que Meta va sans doute devoir revoir les termes d'utilisation de ses services encore une fois pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est encore à suivre. Concernant l'action relative au soit tu acceptes les publicités, soit tu payes, c'est vrai que ça paraît tellement improbable que cette solution déjà satisfasse les utilisateurs, ça paraît tellement improbable que ça satisfasse l'Union européenne. J'ai l'impression qu'elle était un peu vouée à mourir. On va voir comment ça réagit derrière, évidemment. On continue, Guillaume, avec une autre rubrique, même si l'intelligence artificielle va nous suivre un petit peu, elle nous colle à la botte, parce que c'est le cœur de l'ActuTech aussi. Je me rappelle, il y a quelques semaines, Guillaume, dans Discord, il y avait des discussions relatives au rôle d'une intelligence artificielle qui remplacerait un dirigeant d'un pays. On n'en est pas là, hein, on n'en est pas là, mais c'est rigolo de voir que l'actualité rejoint parfois un petit peu ces réflexions. Ouais, alors là, ça va être la section où il se passe n'importe quoi. Hein. Clairement, c'est vraiment comme ça qu'elle est construite. Tu l'as appelée la section fatigante. Ouais, et c'est un peu quand même. Hein. Le thème de la semaine, le thème du mois, sans doute, c'est les élections, c'est la politique, tout ça. Et donc, on va en parler ici un petit peu aussi, parce qu'on n'en parle pas assez en ce moment, par ailleurs. Mais bon, voilà, vous vous plaignez pas trop de la politique française, parce qu'au moins, il n'y a aucune liste qui a été présentée par un chatbot, et il n'y a personne qui essaye de faire élire un chatbot comme député. Parce qu'en Angleterre et aux États-Unis, ça commence. Dans le Wyoming, il y a Victor Miller, qui veut devenir maire de Cheyenne. Mais ce serait qu'un homme de paille, en fait, ce Victor Miller, puisque Victor a créé un citoyen chatbot qui s'appelle Vic, et qui est juste un GPT-4 avec un gros prompt, hein, globalement, et qui est, selon lui, plus intelligent que lui, et beaucoup plus intelligent de gens qui sont que beaucoup de gens qui sont actuellement en poste. Bon, affirmation que je ne discuterai pas, je me contenterai d'un sourire énigmatique. Toujours est-il que Vic est en fait le vrai candidat hein, pour lequel les gens vont voter ou pas. Il a voulu que les bulletins utilisent son diminutif à lui, Vic, pour Victor, et Vic, il se trouve que c'est aussi le nom du chatbot. Vic, ça veut dire d'ailleurs Virtual Integrated Citizen. Pour une manipulation qui éveille évidemment les soupçons du secrétaire d'État du Wyoming, parce que tout ça a l'air super régulier, donc peut-être qu'ils vont se faire complètement virer. De toute façon, le chatbot s'est fait virer de chez OpenAI, donc voilà, ça a l'air... Mais rien que la tentative est quand même incroyable. Et d'ailleurs, pour Miller, c'est clair, c'est l'avenir. Hein. Pour lui, les IA peuvent ingérer des centaines de pages de documents en quelques secondes. Ils peuvent prendre des décisions avisées et neutres, bien sûr. Et donc seront de bien meilleurs dirigeants que nous. Et en écho, on a Stephen Dacote, qui est lui un entrepreneur dans le Sussex, donc en Angleterre, hein, qui se présente à une élection locale vers Brighton, et qui va créer son propre colistier. Enfin, il a même créé son propre colistier qui s'appelle AI Steve, donc bon, AI lui-même, hein, qui est en fait le vrai politicien. Parce que le Steve en viande, il a dit qu'il allait prendre AI Steve comme son copilote, et que s'il était élu, en fait, il serait juste le représentant de son copilote, quoi. Pour rendre les choses encore plus merveilleuses, Stephen Dacote est aussi le président de Neural Voice, une entreprise qui crée des avatars et des chatbots pour le business. Et AI Steve, il fait partie de 7 autres avatars créés pour faire la promotion de la boîte. Donc je vous laisse juste du niveau de tout ça. Donc politiquement, le niveau général n'est pas super haut de toute façon, mais là, vraiment, on atteint quand même des sommets, si on peut dire.
pour l'instant, c'est des anecdotes, mais je suis sûr que il va encore y avoir des tentatives. Je suis pas sûr qu'à un moment donné, on ne sait jamais, peut-être ça pourrait aboutir. On rigolait les dernières fois avec les IA Tchad Chirac ou Nicolas Sarkozy, Ouais, c'est vrai. mais faudrait pas parler trop fort parce qu'on ne sait jamais. Il y en a qui pourraient prendre ça au sérieux. Hein. Bon, peut-être bientôt en politique. Effectivement, tu as raison. Réjouissons-nous que pour l'instant, à notre connaissance, ce soit des candidats en viande. Je ne m'étonnerais pas une seule seconde que les pays à l'avenir commencent à intégrer dans leur constitution ou les équivalents des éléments qui banniraient le fait qu'une entité virtuelle qui ne soit pas 100% en viande, bon courage pour le définir autrement que comme ça, ne puisse être élue comme représentant politique. On verra. Il faudra peut-être aussi, Guillaume, qu'on s'adapte. Hein, c'est l'air du temps. Peut-être va-t-on devoir se mettre à non plus regarder que Miss France, mais Miss IA France. Comment on pourrait le présenter? Ah mais écoute, je l'attends. Alors on continue là, bien dans le nawak, hein, avec un tout nouveau concours de beauté exclusivement réservé à des femmes qui n'existent pas. Alors c'est vrai que si vous pensez peut-être que les Miss France et compagnie c'est un peu artificiel, bah écoute, autant y aller à fond avec Miss AI, hein, qui en réalité est produit par Fanview, qui est une plateforme, alors apparemment c'est une plateforme pour influenceurs qui fait penser à OnlyFans. D'ailleurs je voyais pas trop la différence, alors j'ai un peu regardé sur Google parmi les sites qui expliquent un petit peu ce que c'est, et peut-être j'aurais pas dû parce que je suis tombé sur un magasin de culottes sales. Bon, c'est les risques du métier, un site français, donc voilà, c'est... T'en auras vu des cochonneries en faisant la veille de Tech Café, toi. Et oui, que veux-tu? Bah, donc tu vois, c'est pas qu'au Japon, je sais pas si ça se fait encore au Japon de toute façon, mais bon, là, faudra peut-être relayer une fois l'apéro du Capitaine, ça les intéressera peut-être. Ah, peut-être, ouais. Mais bref, après avoir lourdement compromis mon historique, hein, j'en ai déduit que Fanvue mise quand même pas mal sur l'IA pour se démarquer, justement, parce qu'ils ont des solutions pour que vous, entre guillemets, répondiez au texte, répondiez à vos abonnés en texte ou à la voix, H24, avec l'usage de bots hein, quand vous n'êtes pas là. Mais ils veulent aller plus loin, ils ont déjà donc, d'ailleurs, dans leur cheptel, Aitana Lopez. Donc Aitana Lopez, c'était une des premières influenceuses génératives, on en avait un petit peu parlé. Miss AI, c'est un pur coup de com' qui fait s'affronter 10 candidates qui ont toute une bonne présence sur les réseaux sociaux, hein, un critère qui sera d'ailleurs important pour la sélection de la gagnante, et des dauphines hein, par le jury qui est composé exclusivement d'humains, ce que je trouve assez discriminatoire. Donc ils seront 4, dont moi une femme, d'ailleurs, Sally Ann Fawcett, qui est historienne des concours de beauté. Pourquoi pas? Bon, après elle est anglaise, hein, donc... Bref, les créateurs derrière les gagnantes gagneront, eux, des prix de 13, 5 et 2000 $ quand même, hein, et un support relations publiques hein, pour booster encore leur popularité sur les réseaux sociaux, puisque de toute façon, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Donc, je vais pas penser du tout, et juste constater qu'il y a encore un an, l'existence même d'une influenceuse virtuelle, c'était une news en soi, et aujourd'hui, on leur organise des concours de beauté. C'est vrai que ça ne peut qu'aller de plus en plus vite quand même. Hein. Oui, bah tu vois, je pense qu'un Miss France en IA, je ne serais pas surpris dans quelques temps. Peut-être pas tout de suite, mais bon. Un étudiant turc a été arrêté, Guillaume, pourquoi? Oui, autre phénomène qui nous inquiétait beaucoup il n'y a pas si longtemps avec les IA, c'est la triche, évidemment, hein, la triche par les étudiants, les lycéens. Et bien ça s'est réalisé, et d'une façon assez créative, puis ça se passe en Turquie, à Istanbul, où un étudiant a eu un comportement, disons, atypique pendant un examen. Il a été interpellé, on a découvert qu'il utilisait une caméra dissimulée dans un bouton de chemise, qui relayait les images à l'extérieur grâce à un routeur caché dans sa semelle, dans la semelle de sa chaussure. Quoi. Donc il pouvait scanner une question, et puis la réponse lui était donnée via une oreillette, par une IA, quoi. Un équipement digne de James Bond. Imaginez seulement que toute cette créativité et tout ce travail soit allé dans la révision de ses examens. Imaginez, ça aurait pu être peut-être un futur Elon Musk, ce mec. Tu vois remarque, un seul, ça suffit. Hein. De toute façon, lui et son complice se retrouvent au commissariat avec un dossier scolaire un petit peu plus rempli. Quel dommage. Quand tu dis lui et son complice, c'est que donc ils étaient deux. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ouais, apparemment, ouais. Ok, c'est parce que quelqu'un lui dictait les réponses ou vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui a développé une intelligence artificielle? Ben non, mais apparemment il y avait, je sais pas, il avait un complice pour faire le truc ou pour, je sais pas. J'adore. Je sais pas du tout. C'est extrêmement cocasse. Bon, tu nous le dis, hein, de toute façon, un seul Elon Musk, ça suffit. Justement, on a quelques petites mentions d'informations sur le personnage, à commencer par le fait qu'il abandonne les poursuites contre OpenAI. Écoute, est-ce qu'on peut faire une rubrique où il se passe n'importe quoi sans parler d'Elon Musk? Je ne crois pas. Ah non, non. C'est pas une vraie rubrique dans laquelle il se passe n'importe quoi. Donc souvenez-vous, Elon Musk avait violemment attaqué OpenAI sur la manière dont ils se sont écartés de leur mission d'être une ONG uniquement préoccupée par le bien commun. Il avait même porté plainte et demandé une sanction exemplaire.
Sur quelle base? J'en sais rien, et d'ailleurs, lui non plus, puisqu'il vient de retirer sa plainte sans aucune explication. Bon. Remarque bien que c'est pas le plus gros événement de la vie d'Elon Musk cette semaine, hein, puisque le board de Tesla vient de voter pour lui donner son gigabonus de 45 milliards de dollars, et Ça aussi en fait des sous pour quand se même. barrer du Delaware. Bon, alors évidemment, c'est des actions de Tesla, mais enfin quand même. Et donc ils vont aller au Texas, hein, où il fait beau, et où il y a là de nouveaux amis. Au passage, d'ailleurs, Kimball Musk, son frère, est réélu au board, et James Murdoch, qui est un ami intime aussi. Bon, ben voilà, c'était pas difficile. Hein. Bon, alors le jugement du Delaware, qui lui interdisait quand même de percevoir ce bonus, tient toujours. Donc dans l'intervalle, ça change rien en fait, pour l'instant, mais ils vont faire appel, et ils pourront toujours opposer cette décision, la décision du board, lors du procès, quoi. Alors, bah, évidemment, puisque ça a été pris, alors je sais plus, je crois que c'est 72%, ou un truc comme ça a été pris quand même très majoritairement comme décision. Est-ce que ça va beaucoup jouer pour l'appel? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça jouera. Et bon, les procès, de toute façon, c'est un petit peu un mode de vie pour Elon Musk, hein, puisqu'on a déjà évoqué la semaine dernière la poursuite de Donald Ball contre cette nouvelle décision. Plusieurs autres investisseurs accusent Musk d'avoir lancé lui-même un concurrent à Tesla avec XAI, puisque, bah, effectivement, comme il dit que Tesla, c'est principalement une boîte d'IA, et que Elon a lancé une autre boîte d'IA, bah, c'est un peu bizarre. Et du coup, ils veulent défendre leur intérêt, sans côté qu'ils passent beaucoup de temps là-bas, et puis qu'ils détournent des ressources vers la nouvelle boîte, hein, comme on l'a déjà évoqué. Si on rajoute aussi la plainte de 8 ex-employés pour harcèlement sexuel et représailles, on a une semaine qui est quand même bien remplie, quoi. Hein. Alors Elon chez Tesla, bah, manifestement, bah écoute, ça roule, hein, c'est toujours pareil, l'impunité, quoi. Il peut faire ce qu'il veut, hein. Il peut fumer de l'herbe, il peut raconter n'importe quoi sur X, il peut manipuler le cours de l'action sur X, il peut faire des blagues de cul au bureau, demander à ses employés de porter ses enfants, oui, c'est aussi dans les plaintes de cette semaine, virer des gens sur une sorte d'humeur, voilà. Donc, tout ça, c'est ok, parce que, en fait, Musk est plus que le PDG Tesla, remarque bien, hein, c'est aussi son VRP. Il a une empreinte médiatique qui est tellement énorme, et même si c'est moins le cas aujourd'hui, il faut pas oublier qu'il avait un ton Laura Tony Stark, hein, une vibe de super-héros. Et il a C'est toujours vrai. un fandom d'ailleurs. Hein. Et donc le bonus qui lui a été octroyé est considérable, mais si tu réfléchis bien, si Elon était parti, comment l'action aurait-elle C'est réagi? exactement la question qu'il faut se poser, bien sûr. Est-ce que les investisseurs ont vraiment agi contre leur intérêt en votant pour qu'Elon Musk reste plus ou moins Et- avec son et- bonus? Est-ce qu'ils ont voté ça finalement le pistonnet sur la tempe? Parce que, bon, évidemment, enfin, au sens imagé du terme, hein, je ne prétends pas du tout qu'Elon Musk a sorti. Oh, quoique, je sais pas d'ailleurs, qu'il ait sorti une arme. Mais effectivement, je pense que si jamais ce bonus n'avait pas été voté et qu'il ait été parti comme il le menaçait, j'imagine que Tesla aurait beaucoup perdu. Tesla sans Elon Musk, c'est quand même pas sans doute la même chose pour eux. Et peut-être que l'entreprise d'ailleurs n'aurait pas la même solidité dans sa stratégie, à voir. On continue avec la section fatigante Guillaume pour reparler un petit peu de cette fonction recall, cette fonction qui enregistre ce qu'on fait à l'écran pour nous redire plus tard ce qu'on a fait dans le passé, hein, qui avait été très décrié par les experts en cybersécurité. Oui, bah ça colle toujours pas pour Recall. Hein. Après avoir lancé une grosse campagne de modification, Microsoft décide finalement de ne pas lancer la fonction avec les prochains copilotes PC, et il restera encore réservé aux testeurs de Windows Insider. Alors, la raison pourrait être assez simple, c'est les ingénieurs, ils n'ont pas fini, quoi, tout simplement, ils sont un petit peu pressés par le temps, donc ils n'ont pas fini de tout implémenter. Et donc le lancement officiel des copilotes, c'est aujourd'hui, hein, c'est le 18 juin. Et donc, c'est pas le moment pour Microsoft d'avoir de traiter la sécurité par-dessus la jambe, hein, parce que Brad Smith était entendu par la sécurité intérieure la semaine dernière sur une série de failles qui a permis à des Chinois d'entrer dans des agences gouvernementales qui utilisaient donc les outils Microsoft, hein, et d'avoir accès à des milliers d'emails internes. Donc il y a des lanceurs d'alerte qui avaient même témoigné d'un laxisme coupable chez Microsoft, qui s'est carrément fait taper sur les doigts, objectivement. Brad Smith, d'ailleurs, autant que Satya Nadella, jure donc sur toutes les têtes qu'il trouve, qui vont faire passer la sécurité en premier, ce sera leur priorité absolue désormais. Voilà. Mais oui. Et donc avec la clé, on a des machins concrets quand même, hein, comme de nouveaux budgets, des nouvelles embauches, et ça a même un nom, s'appelle la SFI pour Secure Future Initiative. Voilà. On continue et on termine avec un sujet qui nous tient pour le coup tous à cœur. Hein, et c'est vrai que ça ponctue aussi, ça rythme un petit peu la vie économique d'Internet, on va pas se mentir. Il y a quand même un sentiment de, comme dirait mon fils, toujours plus chez Google avec YouTube et même chez Instagram en matière de publicité. La pub Internet, vous pensez qu'il y en a trop? C'est pas la vie de tout le monde. Hein. Instagram commence à injecter des pubs qui sont non skippables dans les stories de tes amis, quoi. Google veut mettre des pubs ciblées sur toutes les TV qui sont équipées de Google TV. Donc ça sera là encore des pubs non skippables dans des chaînes gratuites qui constitueront en fait un nouveau service, voilà, un nouveau service pub, quoi, un nouvel espace de pub. Ce sera le Google TV Network.
Et bien sûr, et voilà, il reste YouTube, parce que YouTube, c'est quand même énorme comme truc, et il y a toujours une guerre hein, qui fait rage entre les bloqueurs de pub et Google sur YouTube. Alors, évidemment, Google, bah, c'est une guerre d'usure, hein, il ne sait plus trop quoi faire. Donc la dernière idée qu'il a eue, c'est inclure les pubs dans les vidéos. Parce que pour le moment, quand une pub est affichée, c'est un fichier différent, si vous voulez, qui est lu. Là, le but, c'est de créer un seul fichier, quoi, un flux vidéo unique pour la pub et la vidéo, qui sera injecté en temps réel dedans. Donc ce serait la pub, enfin disons, la pub serait indiscernable de la vidéo elle-même, quelque part. Et donc, a priori, imbloquable. Alors ça, c'est en théorie, parce que en fait, bah, déjà, ça va être le bordel, parce que les horodatage, les chapitrages sur les vidéos, ça devra être tout recalculé en temps réel. Et donc, il va falloir savoir comment le recalculer. Et parce que comme les pubs varient effectivement d'une personne à l'autre, bon, bah, du coup, il faut recalculer aussi à la volée ce genre de truc. Donc c'est quand même des données additionnelles, des métadonnées qui pourraient devoir être présentes et qui pourraient être détectables et qui pourraient servir à savoir quand les coupures pub ont lieu quand même. Et de même d'ailleurs, les pubs sont cliquables, en général c'est l'objectif même qu'on clique dessus, donc les pubs sont cliquables, et donc Google, il est obligé de mettre un signal aussi pour que le navigateur il puisse savoir quand c'est cliquable. Ouais. Donc il y a encore un indice qui pourrait être utilisé par des adblockers, donc écoute, la lutte continue. Ouais, le jeu du chat et de la souris, bien connu. Merci Guillaume. On conclut cet épisode et on change de rubrique en abordant un petit peu quelques informations en matière de jeux vidéo et ça commence par une anecdote un peu cocasse hein, quand même, comme on les aime bien, qui concerne un stock de Nintendo Switch. Oui, parce que je voulais rester un petit peu dans la continuation de la section où il se passe n'importe quoi, avec le genre de news que je peux pas m'empêcher de relayer quand j'en vois passer, puisque bon, la news s'est arrêtée à l'aéroport en Chine avec 350 jeux Switch dans son soutien-gorge. Bon, comment tu veux passer à côté d'une actu comme ça? C'est essentiel. 350 jeux dans son soutif, t'imagines la taille de bonnet? Bon, moi, j'ai pas 350 jeux pour faire le test, pour essayer de reproduire la situation, sinon, évidemment, je l'aurais fait, mais la détermination de cette femme renforce le respect, quoi. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi on ferait ça. Parce que depuis 2019, je crois, hein, les consoles de jeux dont la Switch sont autorisées en Chine, hein, et les jeux aussi. Alors pourquoi prendre le risque d'une explosion de soutif pour des jeux qui, par ailleurs, sont légaux? Alors, j'ai aussi appris que les jeux Switch en Chine sont loqués, donc ils fonctionnent que sur des Switch chinoises. Donc il doit y avoir un marché de l'import pour ceux qui ont pris une Switch ailleurs, sans doute, hein, et avant qu'elle soit dispo, j'imagine. Et puis il y a toujours la question du prix. Donc c'est peut-être moins cher ailleurs, tout simplement. Et donc apparemment, il faut savoir que 350 jeux Switch, ils ont estimé le butin à 10 000 $ à peu près. Et donc c'est peut-être simplement une tentative très très peu subtile d'éviter les taxes d'importation, quoi. Ouais, ok, c'est peut-être plus simple que ça. Ça marche. On continue avec Diablo. Est-ce que c'est pas un peu un jeu de boomer, Guillaume Diablo en fait? C'est la grosse question qu'il faut se poser parce que chez Blizzard, ils viennent de se rendre compte d'un truc. C'est que le joueur moyen de Diablo aujourd'hui, il avait pas les loisirs, ou en tout cas pas l'envie de passer 2000 heures à farmer pour avoir un full set ultra légendaire, tu vois. Bon. Et ouais. Alors moi j'aime bien Diablo, j'ai même bien aimé le 3, alors t'imagines. Mais j'avoue ne jamais être tombé dans cette machine infernale là, qui est la quête du loot ultime, et ça dans aucun jeu. Et je remercie, je sais pas qui je remercie, mes parents, le bon Dieu, je sais pas, ma flemme naturelle peut-être. Je sais pas, mais en effet, il pouvait falloir plusieurs années, semble-t-il, hein, pour avoir un set ultime à la toute fin de Diablo 2. Diablo 3, bon, ça a été un scandale à son époque parce que voilà, il était capitaliste, on pouvait acheter et revendre des objets sur une place de marché. Truc qui a été complètement éliminé, tout remis à zéro d'ailleurs par la suite. Et moi d'ailleurs, j'ai connu que la version remise à zéro, donc j'ai plutôt un bon souvenir d'ailleurs. Toujours est-il qu'ils ont voulu donc revenir à une mécanique plus à l'ancienne avec Diablo 4, qui est apparemment trop à l'ancienne. Au début, apparemment, il y a des joueurs qui se sont plaints que c'était abusé. Et là, c'est surprenant, mais les devs ont été surpris. Je sais pas si toi ça te surprend. Ouais, écoute, peut-être pas vraiment en fait. Mais ouais, les joueurs modernes n'ont pas envie de se taper 3 ans littéralement de grind pour avoir un objet légendaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'article, ils mettent ça sur le compte de l'âge. Les joueurs qui ont connu Diablo 2, ils ont la quarantaine aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Et ils ont une vie pour la plupart, et donc autre chose à foutre. C'est vrai, ô combien, mais on n'a plus autant de temps qu'à 17 ans, forcément. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'il y a que des darons qui jouent à Diablo du coup? Ça y est? Est-ce qu'on est la cible principale du jeu? C'est fou, genre, je pensais pas. Et en fait, je pense qu'on a tous évolué et que l'offre vidéoludique aussi a tellement changé, c'est tellement pléthorique aujourd'hui que passer 1000 heures sur un seul jeu, est-ce que c'est pas juste dommage, quoi, tu vois? Alors, je sais pas, du coup, si je fais mon Gen Z qui ne connaîtra jamais le sentiment d'accomplissement que procure le couronnement de 10 heures de travail acharné, je sais pas, Diablo est-il casualisé ou est-ce que c'était juste déjà abusé avant, tu vois? Ce que j'ai trouvé rigolo, par contre, c'est que le journaliste conclut en disant qu'on saura vraiment ce qu'il en est que dans 20 ans, quand la génération Diablo sera à la retraite,
et qu'on aura à nouveau que ça à foutre de courir après une Uber armure. Il y a un avenir pour Diablo, forcément. Exactement. Avec, Diablo 10 les- reviendra à la source et la boucle sera bouclée, et pour nous aussi, j'imagine. Et si vous finissiez votre vie en collectant l'armure légendaire de Diablo, effectivement. Ça me donne presque envie d'être à la retraite, Guillaume. En attendant, il y a un jeu Que sur ça qui donne Steam. envie d'être à la retraite, c'est beau. Il y a absolument que ça, la possibilité de passer tout mon temps de retraite à récupérer une armure. Non, il y a pas. C'est horrible. Parfois, je me dis, j'ai hâte déjà aujourd'hui d'être à la retraite par ça. Bon, bref, chaque chose son temps. Sur Steam, Guillaume, plateforme bien connue de jeux vidéo, les classements sont hyper intéressants pour se rendre compte de l'intérêt vidéoludique porté à leurs différents titres qui sont mis à disposition à la vente. Guillaume, parfois on est surpris. Oui, surtout quand c'est gratuit. Alors, on parle d'avoir pas le temps de jouer à des jeux super profonds et immersifs. Et des jeux comme Banana, par exemple, le dernier succès sur Steam, qui consiste à cliquer sur une banane. Et c'est tout. C'est un clicker. Bon, déjà, le concept de clicker, moi, ça me surprend toujours un peu, mais bon, voilà. Là, en plus, c'est un clicker, il se passe rien. Rien du tout. C'est-à-dire, vous cliquez, il se passe rien. Sauf que toutes les 3 à 18 heures, quand même, un sticker banane tombe de la banane. Et vous pouvez, si vraiment vous n'avez pas la capacité mentale de remettre en cause vos choix de vie, accumuler comme ça une collection de stickers bananes. Alors, pourquoi 400 000 êtres humains, a priori, sont en train de jouer à Banana sur Steam ? Eh bien parce que ces stickers peuvent être revendus. Et donc, en principe, vous pouvez gagner de l'argent, très peu, en cliquant beaucoup trop sur une banane. Bien entendu, tout est plus beau avec une rareté artificielle. Et certaines bananes rares peuvent se vendre plus cher. Donc vous pourriez avoir la chance de tomber une banane à 1400 balles, quoi, voilà. Et là, tout de suite, forcément, c'est pas pareil, à 1400 balles, si je clique un petit peu plus, une petite heure de plus. Notez bien qu'il faut que quelqu'un achète cette banane rare pour qu'elle ait cette valeur, parce que sinon, c'est un gif animé. Et ça vous rappelle pas un truc, ça ? Les N quoi ? Les NF Et quoi ? Je me ouais, rappelle ces plus, Guillaume. bananes sont exactement comme des NFT, mais sans blockchain. Voilà, la forme pure de l'offre et de la demande. Comme quoi. L'humanité a atteint, avec Banana, une forme de transcendance, quelque part. J'ai envie de manger une banane tout d'un coup, je sais pas pourquoi, Guillaume. On parlait de nous qui serons peut-être un jour, on l'espère, et on nous le souhaite, à la retraite pour jouer à Diablo 10. En attendant, il y a des ingénieurs actuellement à la retraite qui font des découvertes un peu plus pertinentes que combien de temps il faut passer pour avoir les meilleurs stuff. Oui, c'est Martin C. Martin, et oui, le mec s'appelle vraiment Martin Martin. Hein, Incroyable. Ça ne s'invente Non, mais pas. attends, c'est fou ça. Il s'appelle vraiment Martin Martin en fait. C'est Il incroyable. s'appelle Martin Parce que Martin. tu connais l'appel trop con ou pas ? Non. Alors, non, mais attends, je prends 30 secondes. Il faut que tu connaisses l'appel trop con. C'est une émission sur Rire et Chanson qui est disponible en podcast, qui est absolument magistrale. C'est des canulars téléphoniques. Et souvent, quand il veut développer son personnage jusqu'au bout, il dit que il s'appelle Martin. Martin. Son prénom, c'est Martin et son nom de famille, c'est Martin. Et donc, il existe un vrai Martin Martin. Écoute, je vais me coucher moins bête ce soir. Il s'appelle Martin C. Martin, donc oui, je suppose qu'on peut le traduire comme Martin Martin, et c'est un ingénieur en retraite. Et bon, un dimanche, sûrement, il s'est penché sur le code d'un jeu historique, Lunar Lander. Jeu que même moi, j'ai pas connu dans sa forme originale, hein, puisque moi j'ai joué à des versions de Lunar Lander qui étaient graphiques, on va dire. Alors que au début, c'est une version uniquement de texte, et même sur papier, quoi. C'est-à-dire, vous. Alors, en fait, c'est un jeu, si vous connaissez pas, c'est un jeu où on doit doser la puissance des réacteurs pour faire atterrir une sonde lunaire. Alors, c'est un véritable carton, hein, c'était un des jeux les plus joués en 1973. Le jeu a été codé par un lycéen qui s'appelle Jim Storer et qui a implémenté une vraie physique de la fusée sur un PDP-8 en 1969. Wow. Donc on rentrait en fait la puissance qu'on voulait, et puis la machine te donnait des données sur la... Voilà, te renvoyait, t'imprimait, hein, vraiment, au début sur papier, il t'imprimait donc la position, la vitesse, et bon, il fallait ajuster en fonction de ça pour pas t'écraser, quoi, tout simplement, sur la Lune. Et le truc, c'est que la physique d'une fusée, en fait, c'est pas aussi simple que ça, on va dire, c'est pas aussi simple que juste un point comme ça avec une masse, parce que une fusée prend de l'accélération, mais elle perd de la masse. Parce qu'une fusée, effectivement, elle brûle du carburant, donc elle perd de la masse de manière très significative, et du coup, sa masse change significativement pendant qu'elle bouge. Ce qui influe du coup à la volée sur l'accélération qu'elle prend, et ainsi de suite. Et donc il y a une équation des fusées, qui est plus compliquée que l'équation juste newtonienne, machin truc, et cette équation des fusées, elle a été utilisée par le lycéen. Donc pour un lycéen, c'est du costaud quand même. Hein. Alors, il s'est fait aider de son père, qui était quand même physicien, et du coup, c'est comme ça qu'il a implémenté la physique de Lunar Lander, qui est donc remarquablement précise.
Donc le jeu en fait est relativement réaliste, puisque bon, ils ont implémenté l'équation en faisant des approximations. Par contre, c'est sur un PDP-8 et tout, bon, ils ont fait des approximations raisonnables pour que le jeu reste réaliste. Et donc c'est très réaliste jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, donc Martin, son but, lui, c'était d'essayer de faire de voir en fait quelle était la solution optimale. La solution optimale, les joueurs de Kerbal Space Program en connaissent une peut-être, c'est le suicide. C'est-à-dire qu'en fait, le truc optimal, c'est tu tombes très 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 vite pour aller le plus vite possible, et après tu mets tout le truc à toute berzingue au tout dernier moment pour. Et donc en fait, il faut savoir quand. Ça s'appelle la conduite à la parisienne alors. Voilà, si tu veux. Et donc le truc, c'est évidemment, c'est quand à rallumer les gaz pour ne pas se scratcher, quoi. Et donc il a essayé ce truc optimal, et en fait, il a remarqué que c'était pas exactement comme ça devrait. Il s'est rendu compte qu'il y avait un bug vieux de 55 ans dans ce jeu historique, et en fait, il manque une division par 2 dans l'approximation, ce qui fait que le jeu est légèrement faux, mais que personne ne s'en est rendu compte jusqu'ici. Et donc voilà, le mal est réparé, on peut désormais jouer à Lunar Lander, l'esprit en paix. Lunar Lander qui est, dans une certaine mesure, l'ancêtre de Kerbal Space Program, quelque part. Et donc voilà, ça laisse songeur, c'est un autre truc qui laisse songeur d'ailleurs, c'est ce que les lycéens étaient capables de faire en 1969, ça aussi, ça laisse songeur. J'imagine qu'il y a peut-être bien des lycéens en 2024 qui sont capables d'une ou deux prouesses technologiques aujourd'hui. Mais évidemment, autre mœurs, autre méthode peut-être. Merci beaucoup Guillaume, je découvre moi Lunar Lander, je vais aller regarder un petit peu plus en détail à tête reposée. Merci infiniment pour la préparation de cet épisode, merci à vous qui nous écoutez, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je pense que vous faites vraiment partie de la crème des auditeurs qui méritent d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé et d'envisager un soutien, ou tout du moins de déposer un avis sur Apple Podcasts, Podcast Addicts ou des étoiles sur Spotify. Vous l'avez compris, vous pouvez interagir avec nous de plein de manières différentes, et en plus de lire vos retours, on aime bien aussi apporter nos petites réactions dans les épisodes qui suivent. Donc évidemment, sentez-vous libre de réagir pour toute ou partie de cet épisode. On sera ravis d'en prendre connaissance. Et puis, bien entendu, on peut vous inviter aussi à nous joindre à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, on va me retrouver en train de jouer à Celaco en ce moment, qui est un jeu assez... À quoi ? Celaco. C'est un shoot, c'est un first-person shooter, c'est un jeu à la première personne qui a une grosse particularité, c'est que c'est un jeu moderne qui vient de sortir, mais qui a été développé avec la technologie de Doom. Alors, le code source de Doom a été libéré il y a des années maintenant, du Doom original, et donc il a été repris et il a été modernisé quelque part. Il y a un moteur qui s'appelle GZ Doom, qui donc reprend la technologie Doom en rajoutant quelques trucs, ça reste assez conforme à la technologie Doom, mais évidemment ça élimine un certain nombre de limitations de l'époque. Et donc, ils ont fait un truc comme ça qui... donc il y a des... Celaco, c'est un jeu de tir, donc comme Doom, mais ultra... il pousse vraiment ce que Doom aurait pu être, tu vois, si... c'est Doom, mais... c'est super détaillé, les textures évidemment sont beaucoup plus détaillées, tout est énormément plus détaillé, tout est beaucoup plus interactif, c'est un jeu d'ailleurs qui est plus difficile, parce que les ennemis sont beaucoup moins cons que dans le Doom original, et donc c'est très très fou de voir à quel point ils ont réussi à faire un jeu qui à la fois est moderne et rétro, en utilisant une technologie qui est donc open source, qui est comme ça, qui est à la fois qui est à la fois rétro-futuriste, quoi, et c'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Je vous encourage à tester Celaco si vous avez l'occasion. Un jeu pas facile, un jeu qui n'est pas facile, mais qui n'est pas mal du tout. Il a l'air joli au passage, je regarde les images, il y a des items qui sont volontairement, j'ai l'impression, assez pixelisés, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont plus texturés sans que ce soit de manière très exagérée. J'ai l'impression que le soin sur la partie graphique est réel. Il est en accès anticipé, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est un accès anticipé. Sur Steam et Windows. Tout à fait. Merci Guillaume, moi je vais aller jouer à Lunar Lander, ou pas, enfin je vais tester, je vais voir, je vais regarder, ça m'intrigue cette histoire, mais merci beaucoup en tout cas. Vous me retrouvez aussi sur les réseaux sociaux en cherchant Guillaume Vendée, et puis bien entendu, ne manquez pas l'opportunité unique de vous abonner à ce podcast si vous ne l'étiez pas déjà abonné, pour qu'on puisse en bonne et due forme se donner rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.